Il existe des rencontres dans la vie qui semblent faire bouger l'univers. Deux âmes qui se croisent comme si elles obéissaient à un appel ancestral, silencieux mais puissant. Il ne s'agit pas seulement de chimie ou de coïncidence, c'est comme si quelque chose de sacré avait inscrit cette rencontre entre les lignes du destin. Lorsque deux personnes se reconnaissent au-delà de la surface, au-delà du temps, naît une sensation de retour à la maison, un souvenir de ce qui a toujours été et de ce qui sera toujours. Mais qu'est-ce qui rend une rencontre véritablement significative? Et comment savoir si cette connexion a vraiment été orchestrée par une force supérieure? La psychologie profonde de Carl Jung jette une nouvelle lumière sur ces mystères, révélant que le véritable amour est plus qu'un désir. C'est un processus d'intégration et d'alignement de l'âme. Si vous sentez que votre cœur cherche quelque chose de plus, écrivez dans les commentaires. Je crois à la réunion des âmes qui se reconnaissent. Profitez-en pour laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et soutenir ce contenu dans les commentaires. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Pour Carl Jung, la rencontre entre deux âmes véritables n'est pas simplement une question de chance ou d'intervention divine arbitraire. Il considérait ces rencontres comme des manifestations du processus d'individuation, le chemin de connaissance de soi et d'intégration intérieure que chaque être humain est appelé à emprunter. Selon Jung, lorsqu'un individu commence à unir ses polarités internes, comme la raison et l'intuition, l'action et la contemplation, le masculin et le féminin, il devient plus entier. Et c'est justement dans cet état de plus grande plénitude que l'âme est prête à reconnaître et à s'aligner avec une autre qui vibre sur la même fréquence évolutive. L'idée que Dieu aligne les âmes véritablement destinées prend alors un nouveau sens. La divinité, dans ce cas, n'est pas un agent externe qui organise les couples, mais une force archétypale interne qui conduit l'être humain vers des expériences favorisant son expansion. Jung appelait cela le self, le centre organisateur de la psyché, qui agit comme un guide silencieux vers la totalité. Lorsque deux personnes sont touchées par le self et répondent à son appel, la rencontre entre elles devient inévitable. De plus, Jung nous met en garde contre le phénomène de projection, où nous attribuons à l'autre ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Les rencontres amoureuses, surtout les plus intenses, sont souvent des scènes où nos ombres sont reflétées. La véritable relation d'âme n'y échappe pas. Au contraire, elle approfondit le processus d'intégration de ces parts cachées. Le véritable amour n'est pas exempt de conflits, mais il sert de miroir et de fournaise pour la croissance mutuelle. Dieu, alors, ne se contente pas d'unir. Il transforme à travers l'autre ce qui doit encore être guéri en nous. Sous-thème, le chemin de l'individuation comme préparation à l'amour véritable. 700 mots. Avant toute rencontre significative dans le monde extérieur, se déroule en silence et souvent avec douleur une véritable odyssée intérieure. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le parcours qui nous conduit à devenir ce que nous sommes vraiment. Non pas ce que l'on nous a appris à être, ni ce dont nous cherchons à paraître, mais l'expression authentique et intégrée de notre âme. Cette quête n'est pas optionnelle pour qui aspire à vivre un amour véritable. Elle constitue le préalable invisible qui prépare le terrain pour qu'une telle rencontre puisse réellement avoir lieu. Au début de la vie, nous avons tendance à chercher chez l'autre ce qui nous manque. Nous projetons nos idéaux de complétude sur nos partenaires, comme si l'amour pouvait nous sauver de nous-mêmes. Cependant, tant que nous restons fragmentés à l'intérieur, nous attirons des relations qui renforcent ces déséquilibres, non par cruauté du destin, mais parce que la psyché œuvre toujours vers la guérison, même par la souffrance. L'individuation, en ce sens, est le processus par lequel nous commençons à recueillir ces projections, à voir qui nous sommes vraiment et à intégrer les polarités qui vivent en nous. Au fil de ce chemin, nous affrontons nos masques sociaux, nos blessures émotionnelles et surtout nos peurs inconscientes. Nous réalisons que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur. Il commence comme une posture intérieure, un choix de vivre dans la présence et la vérité. Cette préparation interne n'est pas romantique au sens traditionnel. Elle implique la solitude, l'autoconfrontation et le courage d'abandonner ce qui est confortable mais superficiel. À mesure que la conscience s'élargit, nous reconnaissons que le véritable compagnon de vie n'est pas celui qui comble nos manques, mais celui qui reflète notre maturité intérieure. Dans la vision jungienne, l'âme cherche le tout. Cela inclut à la fois le masculin et le féminin, indépendamment du genre biologique.
quand un individu commence à intégrer son anima, l'aspect féminin inconscient chez l'homme, ou son animus, l'aspect masculin inconscient chez la femme, il devient plus complet intérieurement. Cette intégration prépare le champ énergétique et psychologique pour qu'une relation de véritable réciprocité puisse émerger. L'âme prête ne se perd pas dans l'autre, mais se trouve en lui. Et cela n'est possible que sur une base solide, bâtie par l'individuation. Il est essentiel de comprendre que ce processus ne progresse pas de façon linéaire. Il s'accomplit en spirale, en cycle d'expansion et de retrait. Et souvent, l'univers propose des rencontres temporaires, des relations karmiques, comme des opportunités pour que ces intégrations aient lieu. Ce sont des amours intenses, riches d'enseignements, qui servent de miroir, parfois déformants, parfois révélateurs, mais toujours avec pour objectif de nous rapprocher de nous-mêmes. Ces rencontres font partie intégrante du voyage, même si elles ne représentent pas la destination finale. Le véritable amour, selon la psychologie analytique, n'est pas la somme de deux moitiés, mais la rencontre de deux totalités en construction. Il ne s'agit pas de fusion, mais de présence. Deux âmes qui se regardent et se reconnaissent, non par besoin, mais par résonance. C'est dans cette harmonie que le mystère se révèle. Lorsque l'âme est alignée avec son propre centre, elle s'aligne naturellement avec une autre qui chemine sur la même voie. C'est ainsi qu'apparaissent ce que beaucoup appellent les âmes sœurs, non pas comme des entités mythologiques vouées à se trouver, mais comme les manifestations vivantes de deux processus individuels qui, dans leur plénitude, deviennent complémentaires. Dieu, sous cet angle, n'agit pas comme un entremetteur cosmique, mais comme une force intérieure qui nous pousse vers la vérité, même si cela exige de traverser des déserts émotionnels avant d'atteindre l'oasis de l'amour mûr. L'individuation n'est donc pas seulement une quête spirituelle ou psychologique isolée, c'est le langage secret par lequel l'âme communique avec le destin. Et lorsque ce langage est entendu et respecté, l'amour qui se manifeste cesse d'être un hasard. Il devient la conséquence inévitable de l'évolution même de la conscience. Tout véritable lien commence par un miroir. Au début, l'éclat de la passion masque souvent les parts de nous que nous refusons de voir. Mais avec le temps, le lien profond se transforme en un espace où nos ombres sont inévitablement révélées. Pour Carl Jung, ce phénomène est à la fois inévitable et nécessaire. L'ombre, selon lui, représente tout ce que nous rejetons, nions ou n'assumons pas en nous. Et c'est précisément dans les relations les plus signifiantes qu'elle se manifeste avec la plus grande intensité. Dans les relations profondes, elle n'apparaît pas seulement. Elle exige d'être regardée, ressentie et finalement intégrée. Lorsque deux personnes se rencontrent au niveau de l'âme, elles ne joignent pas seulement des affinités et des qualités. Elles affrontent surtout des miroirs vivants de leur lumière et de leurs ténèbres. Au début, nous projetons souvent sur l'autre ce que nous désirons être: force, sécurité, beauté, spiritualité, amour. Cette idéalisation fait partie de l'enchantement initial, mais elle constitue aussi la première étape de la projection. Nous aimons en réalité l'image que nous avons créée. Mais, à mesure que la relation s'approfondit, cette image s'effondre, révélant la réalité de l'autre et en même temps notre propre vérité. Jung considérait la projection comme une phase inévitable, voire salutaire du début de toute relation, car elle nous donne un accès symbolique à des parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues. Cependant, si nous ne nous responsabilisons pas pour ces projections, nous risquons de blâmer l'autre pour nos frustrations, nos échecs et nos attentes déçues. C'est alors que commencent les conflits, les ressentiments et les ruptures. Mais avec conscience, ce moment se transforme aussi en opportunité de transformation relationnelle. L'ombre ne se manifeste pas uniquement sous forme d'agressivité ou d'insécurité. Elle peut prendre l'apparence de jalousie, de contrôle, de dépendance affective, de sabotage, de froideur ou d'orgueil, autant de moyens de protéger l'ego de ses fragilités. Pourtant, au lieu de fuir ou de juger ces réactions, Jung proposait de les accueillir comme des indices de ce qui doit encore être travaillé en nous. Lorsque nous projetons colère, abandon ou peur sur notre partenaire, nous sommes en réalité appelés à explorer nos propres blessures non cicatrisées. Chaque conflit devient alors une opportunité d'introspection, à condition d'y répondre avec honnêteté émotionnelle et volonté d'introspection. Dans les relations profondes, le rôle de l'ombre est double. Elle menace la stabilité superficielle, mais elle est aussi la clé d'un lien authentique. Aucun amour véritable ne peut exister sans traverser l'ombre. Aimer l'autre pleinement implique de reconnaître ses lumières et ses ténèbres,
et surtout d'aimer au cœur du conflit de nos propres contradictions. Une relation qui ignore l'ombre est condamnée à rester en surface. Celle qui l'affronte avec courage et vérité a la chance de fleurir en quelque chose de rare, un lien véritablement guérisseur. L'ombre devient alors un outil sacré. Bien comprise, elle nous permet de voir l'autre non pas comme le responsable de nos émotions, mais comme un compagnon de route nous aidant à dévoiler l'inconscient. À ce stade, l'intimité cesse d'être une simple affection ou présence. Elle se transforme en un espace partagé d'individuation où deux êtres s'entraident pour devenir plus conscients, plus humains et plus complets. Tel est le véritable sens d'une rencontre d'âme selon Jung. Non pas un paradis de paix constante, mais un terrain fertile de croissance. L'amour qui transforme vraiment est celui qui nous pousse à grandir, qui nous fait remettre en question d'anciens schémas, qui nous enseigne à aimer même les parts de nous-mêmes que nous avions le plus tenté de cacher. Et lorsque les deux partenaires s'engagent dans cet exercice, la relation devient une force alchimique. La douleur se transforme en sagesse, le conflit en apprentissage et l'amour en maturité. Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux en sont transformés. Dans les relations d'âme, cette transformation est profonde et inévitable. Dieu ou le self agit dans cet espace invisible, où l'ombre est révélée non pour détruire mais pour purifier. Et lorsque l'ombre est accueillie avec conscience et amour, elle cesse d'être ennemie. Elle devient une alliée dans notre cheminement vers ce que nous étions destinés à être. Quand deux âmes se retrouvent profondément et intensément, quelque chose au-delà de la raison se manifeste. Il y a une sensation de reconnaissance inexplicable, comme si cette rencontre n'était pas nouvelle, mais le prolongement d'une histoire commencée il y a longtemps. Pour Jung, ces retrouvailles ne relèvent pas du simple hasard. Elles sont des manifestations du self, le centre organisateur de la psyché, et des expressions de l'inconscient collectif, cette dimension où tous les archétypes et expériences humaines sont stockés et partagés par l'humanité entière. Le self, pour Jung, est l'archétype de la totalité, le noyau le plus profond de la personnalité qui nous guide sans cesse vers l'intégration des opposés intérieurs. C'est ce centre qui attire les rencontres essentielles de notre vie, celles qui défient nos structures et nous placent face à notre vérité intérieure. Lorsque le self est actif, il suscite des circonstances accélérant l'individuation. Le retour d'une âme sœur peut être l'une de ces circonstances. Contrairement à l'ego, en quête de sécurité, de contrôle et de validation, le self aspire à la plénitude et à la transcendance. C'est pourquoi l'amour qu'il promeut n'est pas toujours confortable ou facile. Il a avant tout une fonction transformatrice, pas seulement affective. Le retour d'âme se produit lorsque deux individus sont prêts, même partiellement, à franchir ce seuil symbolique. Ils ne se rencontrent pas seulement pour partager des moments, mais pour se souvenir de qui ils sont et de leur raison d'être. L'autre devient non seulement un compagnon, mais un guide, un miroir, un alchimiste. Cela n'est possible que parce que le self opère en chacun, reliant leur chemin à un dessein plus vaste. L'inconscient collectif joue également un rôle crucial. Il abrite les grands archétypes de l'amour, l'amant, le héros, le sage, le féminin sacré, le masculin divin, l'union des opposés. Lorsque deux âmes se rencontrent, elles rejouent, souvent inconsciemment, des mythes ancestraux vécus et rêvés par d'innombrables générations. Une danse invisible unit ces forces archétypales, et les partenaires deviennent les canaux de ces expressions éternelles. C'est pourquoi tant de relations profondes semblent porter une dimension mystique, hors du temps, presque mythique. Plus que des affinités superficielles ou des goûts communs, les retrouvailles d'âme reposent sur une résonance archétypale. Deux personnes se sentent connectées non seulement par leur être personnel, mais par quelque chose de plus grand qui vibre entre elles. Le self, dans son mouvement silencieux, réunit ces individus au moment précis où ils sont prêts à franchir un nouveau seuil de conscience. Bien souvent, cette rencontre suit des périodes intenses de douleur, de perte ou de transformation, comme si l'âme devait être polie pour reconnaître et soutenir ce type de connexion. Ces retrouvailles portent aussi un caractère profondément symbolique. Il n'est pas rare que rêves, signes et synchronicité précèdent ou accompagnent ces rencontres. Jung appelait cela la synchronicité, la coïncidence significative entre un événement interne, sentiment ou intuition, et un événement externe, relié par un fil invisible. Ces signes sont les messages de l'inconscient,
indiquant que quelque chose de plus grand est en marche. Lorsqu'ils sont reconnus et honorés, les rencontres deviennent encore plus profondes. Il convient de rappeler que le retour d'âme n'exclut pas les conflits. Au contraire, le self, en réunissant deux êtres, privilégie la transformation à la stabilité. Ainsi, ces relations traversent souvent des épreuves intenses, des ruptures et des réconciliations, toujours dans la perspective de révéler ce qui doit être guéri en chacun. Ce qui distingue ces liens des relations ordinaires, c'est qu'au cœur de la douleur subsiste un sentiment de but, de sens. Il y a croissance, apprentissage et vérité. Le retour d'âme en tant qu'expression du self et de l'inconscient collectif n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Il est accessible à tous ceux qui s'engagent dans leur processus d'individuation. Plus nous devenons conscients, plus nous attirons des expériences alignées sur notre essence. Et lorsque deux âmes travaillées intérieurement se croisent, l'univers répond avec puissance, non parce que les étoiles l'ont décidé, mais parce que le champ symbolique et archétypal a été préparé. La rencontre cesse d'être aveugle, elle devient la conscience manifestée. Avant que deux âmes puissent se trouver profondément et sincèrement dans le monde extérieur, quelque chose de fondamental doit se produire en nous, l'alignement des principes masculins et féminins présents en chaque être humain. Pour Jung, chacun de nous porte ces deux forces archétypales, indépendamment du genre biologique. Chez l'homme, l'aspect féminin inconscient est appelé anima. Chez la femme, l'aspect masculin inconscient est appelé animus. Ces dimensions intérieures influencent profondément nos choix affectifs, nos fantasmes amoureux et surtout notre manière de nous lier. Le masculin et le féminin intérieur ne se réduisent pas à des stéréotypes culturels ou rôles sociaux. Jung les considérait comme des énergies psychiques complémentaires, le masculin incarnant la focalisation, la direction, la raison, l'action et la structure, le féminin incarnant l'intuition, la réceptivité, la sensibilité, la fluidité et la nutrition. Lorsque ces deux forces sont en déséquilibre en nous, nous cherchons inconsciemment cet équilibre à l'extérieur, souvent par le biais de relations. C'est là que de nombreux liens deviennent des projections, car nous voyons chez l'autre ce que nous n'avons pas encore développé en nous. Le problème survient lorsque l'anima ou l'animus restent inconscients. Ils tendent à prendre des formes déformées. Un homme qui n'intègre pas son anima peut s'égarer dans des idéalisations romantiques irréalistes, projetant sur ses partenaires un féminin plus fantasmé que réel. De même, une femme en déconnexion avec son animus peut attirer des figures masculines autoritaires ou absentes, reflétant sa difficulté à affirmer sa propre force et autonomie. Le résultat ? Des relations chargées d'attentes, de frustration et de déséquilibres émotionnels, empêchant la véritable connexion d'âme. La solution ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce processus commence par la reconnaissance des qualités que nous rejetons ou négligeons en nous. L'homme est invité à accueillir sa sensibilité, son intuition, sa vulnérabilité, non comme des faiblesses, mais comme des expressions légitimes de sa totalité. La femme, à son tour, est appelée à affirmer sa voix intérieure, sa rationalité, sa capacité d'action et de structure, non pour nier le féminin mais pour l'élargir. À mesure que ces intégrations opèrent, le champ interne s'équilibre et l'âme devient plus apte à vivre une relation basée sur la présence plutôt que sur le manque. Cette intégration transforme aussi notre regard sur l'autre. Nous cessons de voir la personne aimée comme un sauveur ou moitié d'orange pour la percevoir comme un être entier, porteur de lumières et d'ombres, de force et de fragilité. L'amour n'est plus une nécessité, mais un choix. La maturité émotionnelle issue de cet équilibre intérieur permet de fonder la relation sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Mieux encore, elle fait de l'amour un espace d'expansion mutuelle, non de dépendance. Jung considérait le mariage intérieur de l'animus et de l'anima comme l'une des étapes les plus avancées de l'individuation. C'est lorsque ces deux énergies s'harmonisent dans la psyché que le self peut se manifester plus clairement. Le sujet émet alors une vibration plus intègre, plus alignée avec sa raison d'être. Cette vibration attire des rencontres en résonance avec cette nouvelle fréquence. Autrement dit, la rencontre d'âmes à l'extérieur découle directement de l'union intérieure du masculin et du féminin. Voilà pourquoi tant de retrouvailles d'âmes surviennent après de longues périodes de solitude, de rupture ou de transformation personnelle. Ce sont des moments où l'ego a été mis à l'épreuve, les masques sont tombés et les anciens schémas ont été questionnés. Dans ce vide fertile,
naît la possibilité d'un nouvel amour, non plus fondé sur des rôles figés ou des attentes idéalisées, mais sur un échange conscient entre deux êtres qui se sont reconnus intérieurement. Le véritable amour, dans ce contexte, ne précède jamais l'introspection. Il en est le reflet. Lorsque l'homme fait la paix avec son anima, il voit la femme comme une partenaire et non comme une énigme. Quand la femme accueille son animus, elle reconnaît l'homme comme un miroir et non comme un rival ou un rédempteur. Cette nouvelle manière d'aimer permet de bâtir des liens plus sains, plus profonds et plus durables. Le couple cesse de répéter des drames archétypiques inconscients pour écrire sa propre histoire, fondée sur la conscience, la vérité et le respect mutuel. C'est alors que Dieu, ou le self, aligne les chemins, non par magie, mais par harmonie. L'alignement interne du masculin et du féminin crée un pont vers l'autre. Et lorsque deux âmes qui ont accompli ce mariage intérieur se rencontrent, l'amour qui naît d'elles n'est plus un désir, mais l'expression naturelle de la totalité qu'elle porte. Au fond, l'amour qui transforme vraiment n'est pas celui qui vient combler un vide, mais celui qui émane de la plénitude. Lorsque nous comprenons, comme Jung nous l'a enseigné, que les relations les plus profondes reflètent notre propre parcours intérieur, tout change. Nous ne cherchons plus quelqu'un pour nous sauver, mais quelqu'un pour cheminer à nos côtés. Et Dieu, ou la force organisatrice du self, ne méconnaît pas cette quête. Il l'honore, guidant nos pas, dévoilant des voies et rapprochant des destinées qui vibrent à l'unisson. Les retrouvailles d'âme sont réelles, mais elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent d'un travail silencieux, profond et souvent douloureux d'exploration, d'intégration et d'acceptation de soi. Lorsque le masculin et le féminin s'harmonisent en nous, que nous accueillons nos ombres et transcendons nos projections, nous ouvrons la voie à un amour véritablement divin. Si ce contenu a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Poursuivez votre voyage en visionnant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait être la prochaine étape de votre éveil et de votre reconnexion à ce qu'il y a de plus vrai en vous. Votre chemin continue. Le choix vous appartient.